J'ai 34 ans, je m'appelle Nathalie, et ma vie a changé à jamais il y a 10 ans, un soir pluvieux d'octobre à Saint-Aubin-sur-Mer, un petit village normand où je vivais, alors dans un appartement modeste près de la clinique où je travaillais comme infirmière en pédiatrie. Ce soir-là, après un service de 12 heures, épuisée et prête à me détendre avec un verre de vin et un peu de cuisine à emporter, on a sonné à ma porte. J'ai failli ignorer, pensant à un colis ou une erreur d'adresse, mais les coups se sont fait plus insistants. Lorsque j'ai ouvert, il y avait un siège auto posé sur mon paillasson, recouvert d'une couverture fine et détrempé par la pluie. En retirant ce voile humide, j'ai découvert une petite fille, un bébé de 3 mois à peine, dormant paisiblement, avec des joues roses et une chevelure brune, fine comme un duvet. Une lettre pliée était glissée aux côtés du siège. J'ai reconnu immédiatement l'écriture, celle de ma sœur, Amélie. 7 mots qui allaient bouleverser toute mon existence, je ne peux pas m'en occuper. Prends soin d'elle. Je suis désolée. Je me suis retournée dans la rue, espérant apercevoir Amélie, mais il n'y avait personne. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, sans succès, la boîte vocale. Mes mains tremblaient en portant ce bébé que je ne connaissais pas, cette petite Lily, le prénom inscrit sur la lettre, un trésor fragile abandonné à ma porte. J'ai appelé nos parents. Leur réponse a été glaciale, comme si on me passait une patate chaude qu'ils refusaient de saisir. C'est ton fardeau maintenant, m'a dit mon père d'un ton sec. On en a assez de courir derrière Amélie. Elle a fait son choix, maintenant c'est à toi d'assumer. Ma mère, quant à elle, a ajouté, on n'a jamais demandé à être grands-parents, surtout pas de l'enfant d'un inconnu. J'étais seule. Absolument seule. Mon compagnon de l'époque, Marc, un architecte parisien rencontré par des amis communs, m'a raccroché au nez quand je lui ai demandé de l'aide. Une gamine? Ta sœur t'abandonne son gosse? C'est une folie, Nathalie. Appelle les services sociaux. Ce n'est pas notre problème. Ce fut le début d'une solitude écrasante, mêlée à une résolution farouche. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas, abandonner Lily. Je suis sortie en pyjama et baskets usées à la supérette ouverte toute la nuit à quelques rues de là, déambulant dans les allées avec mon badge d'infirmière toujours accroché, l'air d'une apprentie maman perdue. Une dame âgée, vendeuse de nuit, m'a aidé à choisir les couches et le lait adapté, avec des yeux pleins de compassion, comme si elle voyait en moi une héroïne malgré moi. Ce premier jour, je n'ai pas dormi. J'ai improvisé un berceau dans un tiroir tapissé de couvertures douces et je me suis couchée à côté, veillant sur ce petit souffle de vie qui avait bouleversé mon existence. Chaque pleur, chaque tétée, chaque changement de couche était une découverte, une montagne russe d'émotions entre peur, amour et espoir. Les semaines suivantes, j'ai dû tout réorganiser. Mon appartement d'une pièce était devenu un défi logistique. J'ai trouvé un 2 pièces à Rouen, près de l'hôpital, malgré le gouffre financier que cela représentait. Chaque euro dépensé, chaque heure de travail réduite, chaque nuit blanche, c'était pour elle. Pour Lily. Mon cœur battait au rythme de ses sourires naissants, de ses premiers gazouillis. J'étais devenue maman sans le vouloir, sans préparation, mais avec une force que je ne me connaissais pas. Mon travail aussi a changé. Je suis passée à temps partiel, privilégiant les horaires de jour, et j'ai confié Lily à une assistante maternelle, Madame Bouchard, une femme douce et expérimentée qui s'est révélée une bénédiction. J'ai dû mettre de côté mes rêves de carrière et accepter que l'échelle sociale que je gravissais s'arrête momentanément. Marc n'a pas supporté ce changement. Il m'a reproché d'être une mère célibataire du jour au lendemain, et a mis fin à notre relation. J'ai senti son départ comme une blessure, mais aussi comme un dégagement. Ce n'était pas lui, c'était moi. Maintenant. Mes parents sont restés distants, rare visite pleine de jugements voilés. Ma mère tenait Lily comme une porcelaine, évitant tout contact réel, tandis que mon père se tenait en retrait, le visage fermé, comme s'il observait un naufrage inévitable. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Amélie? Demandait-il parfois avec une colère sourde. Je savais la réponse. Non, il savait, mais il n'avait jamais voulu me la dire. Heureusement, j'ai trouvé du soutien ailleurs. Mes collègues ont organisé une baby shower improvisée, mots francs-couches, vêtements et conseils. Madame Santiago, ma voisine, est devenue une grand-mère de substitution, me transmettant ses astuces pour calmer les coliques et offrant des moments de répit précieux. Après plusieurs mois, j'ai engagé un détective privé, malgré les finances serrées. Il a retrouvé Amélie à Marseille, travaillant dans un restaurant, mais elle restait hors de portée. Ce fut un mélange de soulagement et de douleur. Elle vivait, mais elle choisissait de rester éloignée. Lily grandissait et s'épanouissait, ses premiers pas, ses premiers mots, ses rires devenant le centre de mon univers. Je gardais précieusement une boîte à souvenirs, avec la lettre déchirante d'Amélie, les photos, les dessins, les petits trésors de notre histoire. Son premier anniversaire fut modeste, avec un gâteau fait maison par Madame Santiago et des ballons colorés, loin des fêtes grandioses de mes amis, mais rempli d'amour véritable. Les années ont filé à toute allure. Lily a commencé l'école primaire, et notre routine s'est installée,
rythmée par les devoirs, les sorties au parc et les soirées cinéma improvisées. Je suis devenue infirmière scolaire pour mieux concilier travail et maternité. Les questions de Lily sur sa mère biologique se faisaient plus fréquentes, plus précises. Je lui ai toujours répondu avec douceur et honnêteté adaptée à son âge, expliquant qu'Amélie n'était pas prête à être maman, mais qu'elle m'avait choisi pour l'aimer. Le lien que nous avons tissé est indestructible, un mélange de tendresse, de complicité et de résilience. Chaque jour, je découvre en elle une curiosité brillante et une force tranquille. Son rire est ma musique préférée, ses câlins, mon refuge. La vie ne se déroule jamais comme prévu, mais parfois dans le chaos, on trouve un sens qu'on n'aurait jamais imaginé. Cette petite fille, déposée sur mon seuil comme un paquet inattendu, est devenue ma raison d'être. Alors que je ferme les yeux la nuit, je me surprends à sourire en pensant à tout ce que nous avons traversé, à tout ce que nous sommes devenus, ensemble. Et pourtant, dans un coin de mon esprit, une ombre demeure. Pourquoi maintenant? Pourquoi 10 ans plus tard, Amélie est-elle revenue? Parce que ma bataille ne fait que commencer. Les jours qui ont suivi cette première année avec Lily étaient à la fois doux et chargés d'une tendresse nouvelle. Notre appartement de Rouen, malgré sa taille modeste, s'était transformé en un véritable nid d'amour et de créativité. Les murs, autrefois nus et froids, étaient désormais tapissés d'œuvres d'art enfantines, de collages colorés et de photographies capturant nos instants complices. Chaque dessin, chaque souvenir était un témoignage silencieux de notre parcours commun, de cette famille bâtie dans l'adversité. Je me souviens avec amusement du jour où Lily, alors âgée de 3 ans, avait décidé de se déguiser en princesse pour aller chercher le courrier. Avec sa robe rose bonbon qui traînait derrière elle, ses petites ballerines vernies, et son diadème en plastique un peu tordu, elle semblait sortie d'un conte de fées. Mais, en arrivant à la boîte aux lettres, elle s'était prise les pieds dans le tapis d'entrée, s'étalant de tout son long. Elle avait levé les yeux vers moi avec un mélange de surprise et de fierté, comme si elle venait de conquérir un royaume. Ce genre de moment me rappelait à quel point chaque jour avec elle était une aventure unique, pleine de rires et d'imprévus. Travailler comme infirmière scolaire dans une école primaire à quelques kilomètres de chez nous m'a permis de trouver un équilibre presque miraculeux entre ma vie professionnelle et celle de mère célibataire. Mes horaires étaient compatibles avec les siestes de Lily, ses rendez-vous chez le pédiatre, et les sorties au parc avec les autres enfants du quartier. Je connaissais presque tous les parents et leurs histoires, et ma réputation d'infirmière dévouée s'était largement répandue. Parfois, quand je portais ma blouse blanche, je sentais que les enfants me regardaient comme une sorte de fée bienveillante, prête à panser les bobos et à offrir des sourires rassurants. Mais cette vie douce était aussi marquée par une forme de solitude. Les rendez-vous amoureux étaient rares, et lorsque je rencontrais quelqu'un, il semblait toujours se détourner en apprenant que j'étais mère d'une petite fille dont je devais m'occuper seule. C'était comme si un panneau invisible indiquait « Danger, terrain compliqué ». Pourtant, j'avais ce secret espoir que l'amour frapperait un jour à ma porte, avec la patience d'attendre qu'il comprenne que Lily n'était pas un fardeau, mais un trésor. Les visites de mes parents restaient rares et pesantes. Chaque fois qu'ils venaient, c'était une chorégraphie silencieuse de critiques à peine voilées et de jugements glacés. Ma mère avait toujours ce regard qui pesait lourdement sur mes efforts, comme si je n'étais jamais à la hauteur. « Tu devrais la mettre au conservatoire », lançait-elle souvent, oubliant que Lily préférait construire des cabanes en bois dans le jardin, plutôt que de danser en tutu. Mon père, lui, se contentait d'un silence lourd, se tenant dans un coin, les bras croisés, observant sans jamais vraiment s'impliquer. Leur froideur n'était pas seulement une blessure, c'était un rappel constant que, pour eux, j'avais raté le train de la famille idéale. Heureusement, j'avais tissé un réseau de soutien solide. Mes collègues, mes amis, et surtout Madame Santiago, ma voisine, étaient devenus les piliers invisibles sur lesquels je m'appuyais. Cette femme au sourire chaleureux, avec ses cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, était une source inépuisable de conseils avisés et de réconfort. Un jour, elle m'avait même appris une technique secrète pour calmer les pleurs de Lily. Un mélange de bercements doux et de chansons anciennes que seule une grand-mère pourrait connaître. Ce soir-là, en entendant Lily s'endormir paisiblement, j'avais compris que la famille était bien plus que des liens de sang. À l'approche du 3e anniversaire de Lily, j'ai décidé de faire appel à un détective privé, malgré les finances serrées. Je voulais savoir où était passée Amélie, qui avait laissé derrière elle un vide aussi immense que sa disparition. La nouvelle de sa présence à Marseille, travaillant dans un petit bistrot, avait été un soulagement amer. Elle vivait, mais son absence prolongée laissait une question lancinante. Pourquoi n'avait-elle jamais cherché Lily? Pourquoi ce silence si lourd, si long? Lily grandissait, curieuse et pleine de vie, explorant le monde avec un regard émerveillé qui me rappelait chaque jour pourquoi j'avais choisi de me battre pour elle. Ses premiers mots, ses premiers pas, ses petites mains tenant les miennes avec une confiance absolue. Tout cela était devenu la matière même de mon existence. J'avais créé un sanctuaire pour elle, un cocon où elle pouvait s'épanouir malgré les tempêtes du passé. Le jour de son 5e anniversaire, notre appartement était rempli de rires et de ballons colorés. Pas de fête extravagante,
mais une ambiance chaleureuse, avec les amis proches et les voisins qui avaient tissé autour de nous un réseau d'amour discret. Madame Santiago avait préparé un gâteau au chocolat, décoré de petites étoiles en sucre, et Lily avait éclaté de rire en se barbouillant joyeusement la bouche. Ce jour-là, en la regardant, j'ai compris que je n'étais plus seulement sa tutrice ou sa tante. J'étais devenue sa maman, au-delà des mots et des généalogies, mais même dans ces instants de bonheur, une ombre persistait. Amélie, silencieuse depuis si longtemps, avait disparu de nos vies sans explication. Et moi, je me demandais souvent si elle penserait à Lily, si elle regrettait son choix, ou si elle était simplement partie, emportant avec elle une part de mon passé et de mon avenir. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à recouvrir les toits de la ville, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu s'affichait. J'ai hésité, presque prête à ignorer. Mais une voix familière, tremblante, a résonné, « Nathalie, c'est Amélie. » Mon cœur a raté un battement. Elle était là, enfin. Vivante, présente, mais différente. Plus calme, plus posée, comme si les années de fugue avaient laissé place à une nouvelle femme. Elle m'a demandé de la rencontrer. J'ai accepté, mêlant anxiété et une étrange lueur d'espoir. Le lendemain, dans un petit café du centre-ville, elle est apparue, élégante dans un tailleur sobre, les cheveux lissés, le regard chargé d'émotions complexes. Elle m'a raconté son combat contre ses démons, sa descente aux enfers, sa reconstruction, et surtout, son désir de faire partie de la vie de Lily. Ce retour, après 10 ans d'absence, a bouleversé notre équilibre fragile. La promesse silencieuse que j'avais faite à Lily, de la protéger coûte que coûte, se heurtait maintenant à la réalité d'une mère biologique réapparue, munie d'espoir et de revendications. Alors que je préparais mon cœur à ce nouveau chapitre, un mélange d'appréhension et de détermination m'envahissait. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette rencontre n'était que le début d'un combat bien plus grand, un combat pour l'amour, la vérité, et la famille que j'avais bâtie, pierre après pierre, avec Lily pointée dans l'ombre, des secrets enfouis depuis longtemps allaient bientôt ressurgir, prêts à tout bouleverser. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions, de décisions lourdes à prendre et de remises en question profondes. Amélie s'est progressivement introduite dans notre quotidien, d'abord timidement, comme une invitée surprise dont on ne sait pas encore si on doit lui ouvrir la porte ou la repousser. Nos rencontres se déroulaient dans des lieux neutres, un parc, un musée pour enfants, parfois même une bibliothèque, pour que Lily puisse s'adapter à cette nouvelle présence sans être trop déstabilisée. Je l'observais avec une méfiance mêlée de curiosité. Cette femme, à la fois si proche par le sang et pourtant si étrangère, semblait vouloir rattraper le temps perdu. Sa silhouette élancée, ses yeux noisettes souvent embués de regrets, portaient le poids d'une histoire tourmentée. Elle gardait ses distances, respectant mes limites, mais chaque sourire qu'elle offrait à Lily, chaque cadeau soigneusement choisi, un livre sur les animaux, une peinture délicate, témoignait de son désir sincère de créer un lien. Pourtant, malgré cette douceur apparente, une tension sourde ne cessait de monter en moi. Amélie avait disparu, abandonné la petite, refusé ses responsabilités. Et maintenant, elle revenait comme si rien n'avait changé, réclamant une place que j'avais conquise à force d'amour et de sacrifice. J'avais l'impression d'être dans un jeu d'équilibriste, tentant de préserver ce que nous avions bâti tout en laissant une porte entr'ouverte à celle qui avait créé ce miracle qu'était Lily. Puis, un soir, lors d'un dîner que j'avais organisé pour mieux connaître l'homme d'Amélie, Thomas, tout a basculé. Thomas, avec son costume impeccable et son sourire charmeur, semblait incarner la stabilité et la réussite. Mais sous cette façade se cachait une froideur calculatrice qui m'a glacée. Il posait sur Lily un regard qui n'était pas celui d'un oncle aimant, mais plutôt celui d'un homme évaluant un investissement. Ce moment-là, j'ai compris que leur retour n'était pas seulement motivé par l'amour maternel, mais aussi par une stratégie bien pensée. Le lendemain, les mots sont tombés comme un coup près. Amélie, soutenue par Thomas, souhaitait reprendre la garde légale de Lily. Elle affirmait pouvoir lui offrir une vie meilleure, dans une maison avec jardin, dans un quartier huppé de Rouen, loin de notre petit appartement. Elle parlait de stabilité, d'avenir, de sécurité financière. Mais à mes oreilles, cela sonnait comme un ultimatum, un défi lancé à tout ce que j'avais construit. Mes parents, qui jusqu'alors avaient gardé leur distance, ont alors fait irruption dans notre vie avec une froideur déconcertante. Leur soutien à Amélie m'a blessée au plus profond. Comment pouvaient-ils tourner le dos ainsi à la fille qui avait porté la charge, qui avait aimé sans condition? Ils ont justifié leur position par des valeurs dépassées, parlant de « sang » et de devoir naturel, comme si l'amour et les soins ne comptaient pour rien face à un lien biologique. Leur trahison m'a brisé le cœur, mais elle a aussi ravivé une force intérieure que je croyais épuisée. J'ai refusé de laisser Lily être arrachée à la seule famille qu'elle ait jamais connue. Ce combat ne serait pas seulement pour moi, mais pour elle, pour son bien-être, sa stabilité, sa sécurité émotionnelle. J'ai engagé une avocate, Julia, dont la réputation dans les affaires de droit familial était solide. Ensemble, nous avons commencé à rassembler des preuves, à documenter chaque moment de la vie que nous avions partagé avec Lily.
ses dossiers médicaux, ses bulletins scolaires, les témoignages de ses enseignants, des voisins, des amis. Chaque sourire de Lily, chaque progrès, chaque instant de bonheur était une pierre de plus dans le mur que je construisais pour la protéger, et la bataille judiciaire s'annonçait rude. Amélie et Thomas avaient des moyens financiers bien supérieurs aux miens, et leurs avocats ne manquaient pas d'arguments. Mais je savais que l'amour, la vérité et la constance avaient un poids que l'argent ne pouvait acheter point pendant ce temps. Lily ressentait le poids de cette tension invisible. Ses nuits étaient agitées, ses rêves peuplés de peurs silencieuses. Elle se blottissait contre moi en murmurant « Nana, personne ne pourra m'enlever, hein ?» Ces mots brisaient mon âme, mais renforçaient ma détermination. Je lui promettais silencieusement que, quoi qu'il arrive, je serais son refuge, son roc. Puis, à mesure que l'audience approchait, une révélation inattendue est venue bouleverser le jeu. Le détective que j'avais engagé a découvert que Thomas n'était pas l'homme sans histoire qu'il prétendait être. Un passé trouble, marqué par une accusation de violence domestique, soigneusement dissimulée, a fait surface. Cette information a jeté une ombre sur leur prétendue stabilité et a renforcé notre position. Mais le plus choquant restait à venir. Une enquête plus approfondie a révélé que mes parents n'avaient pas seulement soutenu Amélie, ils avaient menti sous serment, niant toute connaissance de ses allées et venues pendant ces 10 longues années. Leur duplicité a transformé la bataille familiale en un véritable drame, où la loyauté semblait avoir été sacrifiée sur l'autel de secrets inavoués. Le jour du procès, vêtue de mon costume bleu marine, je suis entrée dans la salle d'audience le cœur battant. Lily était chez une amie, protégée de cette atmosphère lourde, tandis que je me préparais à défendre tout ce que nous avions construit. Le juge, une femme d'une 60aine d'années au regard pénétrant, a écouté avec attention chaque témoignage, chaque argument, chaque larme versée. Lorsque Julia a présenté le dossier scellé, contenant toutes nos preuves, le visage du juge s'est figé. Le secret sur la recherche du père biologique de Lily, l'héritage substantiel dont il venait de bénéficier, la fausse image de Thomas et les mensonges de mes parents. Tout cela a fait basculer l'équilibre fragile de l'affaire. À cet instant, j'ai su que l'histoire ne serait pas simplement une histoire de droit, mais un combat pour le cœur même de la famille. Et tandis que le regard du juge balayait la salle, je sentais le poids de 10 années de sacrifice, d'amour et de lutte s'entrelacer dans un moment suspendu, prêt à écrire la suite de notre destin. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que derrière ces révélations, une autre vérité, plus sombre et plus personnelle, attendait dans l'ombre, prête à bouleverser à jamais notre fragile équilibre. Le calme avant la tempête fut bref. Après l'audience, alors que je pensais enfin pouvoir respirer, un nouveau coup de théâtre est venu bouleverser tout ce que je croyais savoir. La nuit même, alors que Lily dormait paisiblement dans sa chambre, une enveloppe anonyme est arrivée sous notre porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste une écriture familière et tremblante. C'était d'Amélie. Dans cette lettre, elle révélait un secret que je n'avais jamais imaginé. La vérité sur le père biologique de Lily, un homme dont personne n'avait jamais parlé, pas même elle. Un homme mystérieux, hors de notre famille, dont l'existence avait été soigneusement effacée, comme s'il fallait protéger Lily de ce passé. Mais ce secret avait un prix. La lettre contenait aussi un avertissement. Certains ne voulaient pas que la vérité éclate, et que notre combat pour Lily risquait de réveiller des blessures profondes et dangereuses. J. relisait ces mots, le cœur serré, consciente que cette révélation allait compliquer encore davantage une situation déjà explosive. J'avais cru que l'essentiel était de protéger Lily, de garder son univers stable et sécurisant. Mais désormais, je devais aussi affronter les mystères enfouis, les non-dits et les ombres du passé qui menaçaient de tout emporter sur leur passage. J. regardait Lily endormie, son visage paisible éclairé par la lumière tamisée de la veilleuse. Je me promis alors, avec une détermination nouvelle, que je ferais tout pour préserver son innocence, pour la protéger de ces tempêtes invisibles, tout en préparant mon cœur à affronter ce qui allait venir. Le combat pour Lily n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent cette lettre anonyme furent marqués par une tension palpable, lourde de non-dits et de questions sans réponse. Je me sentais prise au piège dans un labyrinthe dont les murs se resserraient autour de moi, chaque tournant révélant un nouveau mystère, une nouvelle ombre du passé prête à surgir. La vérité sur le père biologique de Lily, jusque-là un secret bien gardé, pesait maintenant comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Je passais des heures à relire la lettre d'Amélie, essayant de décoder ses mots, de comprendre ses silences. Elle évoquait un homme dont personne ne voulait parler, un homme dont l'identité semblait menacée de tout bouleverser. Mais qui était-il ? Pourquoi ce secret avait-il été gardé si jalousement ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Ces questions me hantaient, tandis que je tentais de garder une façade forte pour Lily, qui elle, continuait à grandir, insouciante, dans notre petit appartement rouennais. Je savais que je ne pouvais pas fuir cette réalité. Le poids de la vérité devait être porté, même si cela signifiait affronter des tempêtes plus violentes que celles que nous avions déjà traversées. J'engageai alors un nouveau détective, plus discret, plus méthodique,
chargé de déterrer les secrets enfouis, de faire la lumière sur cet homme mystérieux. Pendant ce temps, la vie continuait. Lily, avec sa joie de vivre et sa curiosité insatiable, était un rayon de soleil dans mon quotidien souvent assombri. Ses petites mains qui cherchaient les miennes, ses éclats de rire lors de nos après-midi au parc, ses questions naïves sur la famille et l'amour me rappelaient pourquoi je me battais. Chaque soir, avant de l'endormir, je lui murmurais que, quoi qu'il arrive, elle serait toujours entourée d'amour, que nous étions une famille, bâtie non seulement par le sang, mais par le cœur. Mais au fond de moi, l'appréhension grandissait. Car je sentais que cette lettre n'était que le prélude à une tempête encore plus grande, une révélation qui pourrait ébranler les fondations mêmes de notre vie. Et dans l'ombre, des forces invisibles semblaient s'agiter, prêtes à tout pour garder leurs secrets enfouis. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail, je trouvai sur la table du salon un petit paquet, soigneusement emballé, sans indication d'expéditeur. À l'intérieur, un vieux carnet jauni par le temps, rempli de notes, de dessins, de photos anciennes. C'était comme un puzzle, une clé vers un passé oublié, peut-être même dangereux. J'y sentis un frisson me parcourir l'échine. Ce carnet, c'était bien plus qu'un simple souvenir. C'était une invitation à plonger dans une histoire que je n'avais jamais osé affronter, une histoire qui pourrait changer à jamais le destin de Lily et le mien. Tandis que je tenais ce carnet entre mes mains tremblantes, une certitude s'imposa à moi. Ce que j'avais cru être la fin de notre combat n'était en réalité que le début d'un voyage au cœur des secrets, des mensonges et des vérités cachées. Le voile allait bientôt se lever. Mais à quel prix ?